et ça va nous permettre de finir avec les aventures rwandaises dans notre pays. Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda, nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Je vous remercie. Je dois préciser que le président de la République, garant de la nation, article 69 de la Constitution, agissait à ces titres et donc dans le jour qui vient, il prendra une ordonnance qui fixera les termes et les détails de comment ce dialogue devra être organisé.
Je rappelle que c'est lui-même qui sera à la manœuvre pour l'organisation de ces dialogues. Évidemment, les tâches seront y compris données aux chefs des confessions religieuses pour voir dans quelle mesure construire justement cette cohésion en faisant venir les Congolaises et les Congolais de partout qui sont, comme nous, animés de la volonté de finir l'agression et d'assurer la cohésion nationale de notre pays. Je voudrais donc prendre quelques questions pour apporter des éléments de précision. Je vais commencer par M. Martin Moudimbi, qui sera suivi de M. Éric Izami. Merci, Excellence, pour la parole. Alors, ceux qui tiennent mordicus au dialogue ont toujours eu des visées pour entrer au gouvernement. En tout cas, le chef de l'État l'avait dit lors de sa dernière conférence de presse. Est-ce qu'on va assister finalement à l'avènement de ces gouvernements d'union nationale? Ça, c'est la première préoccupation. Alors, la deuxième préoccupation, les teneurs du dialogue ont-ils donné des assurances à la République qu'ils vont cette fois-ci condamner publiquement l'agression rwandaise parce qu'ils sont restés timorés? Je parle ici de la SENCO autour de cette question. Merci. Écoutez, je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vous-même entendu le cardinal parler de l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Il y avait toujours une discussion à ces sujets, mais je crois que le fait que le cardinal l'a dit de cette manière sans ambiguïté, ça donne déjà le temps, parce que la démarche autour du président de la République, qui est le rempart contre les menaces de balkanisation de notre pays, la discussion a porté essentiellement sur la manière de construire justement ces fronts. Nous savons évidemment qu'il y a des difficultés dans les prises de position de certains compatriotes, mais comme le cardinal vous l'a dit, il a dit chemin faisant. Ça veut dire que nous savons que les dialogues doivent se tenir normalement en République démocratique du Congo. C'est la volonté du président de la République. Nous avons déjà eu un exemple de dialogue qui s'est tenu ici, c'est la conférence nationale souveraine. Évidemment, il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, il y a des compatriotes qui ont quelques soucis. Je crois que dans le cas du travail qui sera fait avec notamment les chefs des confessions religieuses, on verra comment certains cas pourront éventuellement trouver des réponses. Je rappelle ici, et le président de la République a été très clair là-dessus, que l'enjeu ici, c'est pas le président Tshisekedi, qui est lui-même héritier de cette situation. L'enjeu, c'est comment les Congolais de partout au monde arrivent à se mobiliser pour que d'une seule voix, le cardinal a parlé d'unité, il a parlé de communion entre fils et filles d'un même pays, de comment nous nous lèvons pour mettre fin à cette agression. Je rappelle que les militaires qui meurent, les fonds qui sont engagés, c'est les fonds de la République démocratique du Congo. Donc ici, il faut essayer de regarder, non pas essayer, mais il faut regarder la question comme une question globale qui touche à chacun d'entre nous lorsque nous disons que le président de la République est le rempart contre la balkanisation et tout ce que nous disons au quotidien comme les menaces qui pèsent sur justement l'existence même de notre pays, il est important que les uns et les autres puissent s'élever et démontrer. Et le président de la République qui a parlé de dialogue depuis autant d'années, autant de fois, vient là de donner une opportunité pour les uns et les autres de venir discuter de comment, comme Congolais, nous donnons une réponse à cette question qui paralyse et qui handicape les développements de notre pays. Je pense que de ces points de vue, les choses doivent être bien claires et nous disons et locaux et l'équi intégrité territoriale et zatée. Donc c'est la chose la plus importante que tous les Congolais partout au monde doivent avoir et la discussion avec les chefs des confessions religieuses emportées notamment sur des sujets ou sur des positions des uns des autres, nous verrons justement dans les cadres du travail qui sera à leur donner comment les uns les autres pourront se joindre à nous dans cette dynamique, évidemment avec des prises de position claires contre l'agression parce que c'est là le premier mal que nous devons collectivement endiguer. Sur l'autre volet de votre question, c'est prématuré tout ça parce qu'ici il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas des questions individuelles, ici il s'agit de la République démocratique du Congo comme État, dans ce qu'elle a comme frontière héritée de la colonisation, et surtout dans les faits que nous avons des compatriotes
des frères et sœurs qui sont dans les parties des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont occupées, qui ont besoin d'une réponse. Je pense que les messages de l'unité, de la communion qui pourra être envoyés devraient être rassurants. Évidemment, nous verrons au fur et à mesure que nous évoluerons dans ces discussions, les moments venus, s'il y a des conséquences qu'il faut tirer parce qu'il faut renforcer tel axe ou renforcer encore tel autre pour être sûr que nous avons tout fait, que nous avons tout mis autour de nous, derrière le président de la République, pour que nous puissions mettre fin une fois pour toutes à cette agression qui tue nos populations. Et je rappelle que ça dure depuis 30 ans. Voilà, on va prendre les questions de M. Eric Izami, qui sera suivi de M. Oscar Mbal. Merci, Excellence de la parole. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, je dirais d'abord que je suis heureux d'écouter le cardinal Ambongo Besungu parler de dialogue et puis il a parlé de l'agression dont nous sommes victimes et tout ça. Mais je voudrais que vous puissiez nous donner votre contenu sur le mot inclusif. Parce que chez nous, par moment, le mot tel qu'il est prononcé par vous qui êtes aux affaires et par ceux qui pactisent parfois avec l'ennemi qui tue chez nous, parfois il y a équivocité des termes. Quel est le contenu que vous donnez au mot inclusif dans ce qui vient de se passer? Et puis deuxième question, dans le mental collectif, aussi bien du Congolais que des autres peuples, on sait que les Américains sont super puissants. Il y avait un ultimatum qui avait été donné jusqu'au 15 juillet pour que le Rwandais, pays agresseur, pays qui est ennemi de la paix, puisse quitter notre sol de la République démocratique du Congo. Mais on constate que ça piétine. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Est-ce qu'on devra toujours croire à ce qui avait été signé comme différents accords au niveau de Washington, alors que nous, dans le mental, on sait que la grande puissance a la capacité de faire, parfois de refuser de faire, d'empêcher de faire, et quelques autres fois de faire. Mais pourquoi est-ce que si facilement, personne n'a rien respecté, surtout du côté des ennemis? Bon, écoutez, je veux en venir sur cette question, mais je voudrais revenir sur le mot inclusif. Tenez-vous bien, nous avons eu de longues discussions avec les chefs des églises. Vous savez que le président de la République l'a dit et redit que les dialogues doivent se tenir entre Congolais, mais les Congolais qui sont en mesure de dénoncer l'agression. Et dans ce que nous avons observé jusqu'à présent, il y a des Congolais qui sont complices de l'agression. On n'a pas besoin de refaire leur procès ici parce qu'ils ont déjà leur procès. Vous avez vu que dans la liste, certains d'ailleurs ont été de nouveau sanctionnés par les Nations Unies. C'était hier. Donc, lorsque nous, on parle d'inclusif, c'est d'abord tous ces Congolais qui s'unissent pour un objectif commun parce qu'on va aller faire un dialogue. Pourquoi? Si nous allons faire un dialogue, c'est parce qu'on estime qu'il y a des préoccupations majeures du pays qui nécessitent que les enfants d'un même parent ici de la République démocratique du Congo puissent s'unir et être ensemble. Et lorsque les prêtres ou les chefs des confessions religieuses parlent du mot inclusif, ici, on regarde ceux qui, jusqu'à présent, pour nous, n'ont jamais, de manière claire et sans ambiguïté, montré qu'ils étaient contre l'agression. Parce que n'oubliez pas que nous avons eu des expériences par les passés. Nous avons par exemple le processus que nous avons à Doha, où dans la pratique, lorsqu'il s'agit de décider, les Congolais, qui sont les supplétifs du Rwanda, doivent se référer aux pairs pour qu'ils viennent donner un quitus pour faire avancer. Et si nous voulons construire ces blocs, construire cette cohésion nationale, il faudrait que le Congolais qui viendront dans ces discussions n'ait pas d'ambiguïté. Il faudrait qu'ils démontrent, de par leurs déclarations pour certains, qu'ils coupent le lien avec celui qui est le bourreau des Congolais pendant autant d'années. Je pense que pour nous, les contenus inclusifs, vous avez suivi les cardinals dire que ça viendra. Ça veut dire qu'ils vont, dans les cadres de leur engagement qu'ils ont pris devant le président de la République, approcher ces différents compatriotes parce que l'objectif, c'est de construire un front intérieur contre l'agression. Ici, je crois que le mot en leur sens et de ces points de vue, nous allons voir la bonne volonté des uns des autres. Vous avez par exemple l'honorable Martin Fayulu, le docteur Mukwege, qui n'ont jamais montré d'ambiguïté. Autant il n'est
soutiennent pas, ou ils sont pas toujours d'accord, ou ils sont opposants à ce que nous faisons comme gouvernement ou comme pour parler du président de la République, mais d'autre part, ils ont toujours montré cette fermeté vis-à-vis de l'agression. Et donc, pour nous, nous avons besoin que tous les Congolais désireux de rejoindre justement cette grande coalition soient en mesure de dire les choses telles qu'elles sont. Et s'il y a des choses à redire, par exemple sur la stratégie du gouvernement par rapport à la gestion de l'agression, mais le dialogue sera aussi l'occasion de venir dire, écoutez, si nous réajustons à gauche, vous réajustez à droite, nous serons plus efficaces, mais ici, le point qui doit nous unir, c'est d'abord l'unicité de nos vues contre le Rwanda, qui est coupable de tous ces crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Je rappelle que le président Félix-Antoine Tshisekedi est lui-même héritier de cette situation. Si nous devons refaire l'histoire, vous verrez qu'il y a eu Laurent Désiré Kabila, avant lui il y a eu le maréchal Mobutu, ces deux chefs d'État qui ont laissé la vie autour de ces enjeux. Je vous épargne d'ailleurs des millions et de millions de familles de Congolais qui ont été décimées pendant des années. Le président de la République n'a pas fait de choix en termes de complaisance. Lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, il a montré qu'il voulait la paix, la construire, mais lorsqu'en face de vous, vous avez des gens qui pensent qu'ils doivent vous imposer la guerre, mais vous devez y compris prendre des mesures qu'il faut. Et donc aujourd'hui, l'enjeu principal étant l'intégrité du territoire, le président de la République étant le rempart contre la balkanisation, tous les Congolais qui tiennent à l'unicité de notre pays doivent être en mesure de les manifester, et les chefs des confessions religieuses que nous considérons comme nos pères spirituels, autant ils ont l'occasion de parler au président de la République aujourd'hui, autant ils parlent à des Congolais qui, pour le moment, sont froids, ils n'ont pas exprimé clairement, ils se sont pas exprimés clairement, ou d'autres qui sont complices. Ici, la place pour ces dialogues-là, l'inclusivité doit reposer sur notre patriotisme, notre engagement pour l'intégrité du territoire et surtout notre engagement à ne pas être complice ou à ne pas venir dans un dialogue entre Congolais avec des instructions reçues de ceux qui nous agressent pour pérenniser cette situation d'agression. Les points du président de la République ont été très clairs dans la discussion qui a duré 2 heures avec le chef des confessions religieuses. Nous nous sommes en tout cas mis d'accord sur l'idée que le président de la République, dans les cas de ses prérogatives constitutionnelles, va organiser les dialogues. Évidemment, il prendra une ordonnance. N'oubliez pas qu'il y a déjà des travaux qui ont été engagés dans cet esprit. Donc, le moment venu, aujourd'hui, c'était le jour où le président a levé l'option. Dans les moments venus, il prendra une ordonnance et nous serons en mesure de communiquer de manière régulière sur la base qui existe déjà pour construire cette cohésion entre fils et filles de la République démocratique du Congo et avancer. Sur votre question par rapport à l'ultimatum donné par le gouvernement américain, je crois que c'était les secrétaires d'État Rubio qui s'exprimaient devant le Congrès le 4 juin dernier, où il avait dit évidemment qu'il y avait ce souhait pour qu'au plus tard le 15, les troupes rwandaises puissent quitter les territoires. N'oubliez pas que les Américains ont déjà commencé à utiliser des leviers diplomatiques pour contraindre le Rwanda, et j'espère que vous et moi, nous avons lu hier, il y avait encore une nouvelle réunion du comité conjoint de surveillance où les représentants du gouvernement américain et du gouvernement rwandais et congolais se sont réunis pour discuter. Évidemment, je pourrais vous partager les comptes rendus de ces échanges. C'est la preuve que les discussions continuent. Il y aura un autre GOC, comme on appelle le 24 juin prochain, le 24 juillet prochain, qui pourra communiquer. Ici, l'engagement du gouvernement américain est clair, que le Rwanda, cela a été dit et redit plusieurs fois, que le Rwanda doit quitter le territoire congolais. Mais vous avez vu que entre la signature par les présidents rwandais et ces actions sur le terrain, il y avait une contradiction. Les Américains ont redit qu'ils vont s'assurer que les signatures apposées devant leur président par les 2 chefs d'État puissent produire leurs effets. Je crois qu'ils utilisent déjà des moyens de pression sur le Rwanda. Voyons voir si le Rwanda continuera à persister, à rester sur notre territoire. Mais il est évident que le jour qui vient sera particulièrement déterminant, y compris pour ce qui concerne l'implication du gouvernement américain au sens de faire aboutir justement les processus de paix qu'ils ont bien voulu parrainer. Je rappelle que nous avons un grand acquis avec l'accord de Washington, parce que pendant plusieurs années, il n'y avait que du déni du côté du Rwanda. Le Rwanda n'avait jamais reconnu
qu'il avait s'y trouve sur notre sol. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller signer un accord de paix avec un État avec lequel vous n'êtes pas en conflit. Et donc, le fait qu'on a signé l'accord de Washington avec le Rwanda lui-même venait de reconnaître la vérité qu'elle a toujours reniée. Et donc, nous avons des acquis dans les cas de cet accord. N'oubliez pas qu'il y a une dimension économique en termes de cadre d'intégration économique régionale, parce que le président de la République a toujours cru au rôle moteur que la République démocratique du Congo doit jouer à la fois pour la région de Grand Lac, mais aussi pour toute l'Afrique. Et donc, dans ces démarches-là, nous sommes sûrs qu'une fois que nous allons atteindre l'objectif de la paix, nous pourrons être en mesure de continuer sur les questions économiques, parce que je rappelle encore une fois ce que le président de la République a déjà dit et dit, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, nous avons un problème avec le président et son régime, mais quoi qu'il en soit, même de manière naturelle, ils passeront, les pays survivront. Il faut que nos jeunes puissent hériter des relations qui permettront à cette région de l'Afrique de jouer pleinement son rôle, y compris avec des pays, notamment le Burundi. Voilà. Monsieur Mbal, pour vos questions. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole que vous venez de m'accorder. À moins que je puisse me tromper, c'est la toute première fois d'entendre le cardinal Ambongo parler de l'agression de la RDC dans l'est du pays. C'est vraiment une grande première. Mais je voudrais revenir, et c'est là ma question, je voudrais savoir si ces dialogues inclusifs, parce que le cardinal a dit, je suis heureux de vous annoncer la tenue dans les tout prochains jours du dialogue inclusif. C'est la conclusion de la mission que le chef de l'État leur a confiée en tant que prince de l'Église. Je voudrais savoir si ces dialogues inclusifs sonnent l'éclat de la fin du processus de Doha. Parce qu'à Doha, ce sont les Congolais qui se parlent entre eux. Deuxième petite question, Monsieur le ministre. Je sais que quand on parle de dialogue, nous en avons l'expérience dans ce pays, on parle du postulat des concessions. Je sais que du côté du gouvernement, il y aura des concessions qui seront faites au nom de la paix. Et parmi ces concessions, est-ce que le gouvernement sera prêt à accepter, par exemple, que cette question de révision des changements de la Constitution soit, je voulais parler en anglais, soit renvoyée à plus tard. Voilà. Merci. D'abord, je crois que sur votre première question en parlant de Doha, ce n'est pas suspensif. Ça veut dire que nous sommes, comme j'aime beaucoup l'expliquer, dans un dialogue avec le père à Washington, avec le fils à Doha. Ceux avec qui nous discutons à Doha, c'est des supplétifs. Je vous ai dit tout à l'heure que les supplétifs qui doivent leur vie et leur sécurité aux Rwandais ne peuvent pas être en mesure, eux, de décider sans que leur père n'intervienne. Quoi qu'il en soit, il y a un protocole d'accord, il y a un accord cadre qui a été fixé et je crois qu'il y a des discussions qui ont été relancées à Montreux. Au moment où nous parlons, il y a une mission et d'ailleurs certains de nos officiers se trouvent à Goma dans le cadre de cette mission-là pour la mise en place du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Il y a des prisonniers qui sont déjà à Béni. Ils attendent du côté ougandais le protocole Ebola, parce que vous savez que la région est touchée par les virus, pour qu'ils rentrent justement à Goma dans les cadres de l'échange de prisonniers. Je crois que ce soit du côté de l'accord de Washington, je vous ai parlé tout à l'heure des réunions des JOC, que ce soit du côté du processus de Doha, il y a des éléments d'avance qui sont là. Mais sur la question du dialogue tel qu'il a été évoqué, le dialogue a été évoqué et discuté aujourd'hui dans l'esprit justement de construire ces blocs nationaux. Ces blocs nationaux parce que, vous savez, il y a des gens qui nous regardent de l'extérieur. Lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis, démocrates et républicains se sont mis derrière le président Bush. Il y avait même le Patriot Act, avec tout ce que cela comportait comme privation des libertés, mais les uns et les autres l'avaient accepté parce qu'il fallait sauvegarder l'Amérique dans ce qu'elle a de plus fort. Lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en France, vous avez vu que tous les bords politiques se sont réunis derrière le président François Hollande
pour que la France donne une réponse. Mais comment pensez-vous que les autres Africains, pour parler que de pays voisins, nous regardent comme peuple lorsqu'il est établi par tous les rapports, Nations Unies, États-Unis, les organisations non gouvernementales, qu'il y a un pays agresseur qui agresse les Congolais et qu'il y a des Congolais qui sont complices, ou il y a des Congolais qui ne dénoncent pas le mal. Parce que vous parlez du cardinal Ambongo. Lorsque vous entendez Monseigneur Solé va vous dire le cardinal Ambongo avait déjà condamné le Rwanda en 2020 ou dans des sorties passées. Mais ici, et je pense que c'était un point essentiel, c'est que dans la perception, l'Église ECC Senko a donné l'impression d'être tolérant par rapport à certaines choses qui se passent et qui sont inacceptables par rapport à l'agression ou par rapport à des Congolais supplétifs. Dans la symbolique, il s'est posé un problème dans la visite à Goma et il y a une bonne opinion qui a pensé que l'attitude n'était pas une attitude claire par rapport à la fermeté qu'on devrait avoir. Je parle de perception, parce que lorsque vous reparlez au cardinal, c'était le cas aujourd'hui, ils sont tous alignés que c'est le Rwanda, l'agresseur, et que c'est l'agression qui doit se terminer. Et donc le cardinal l'a dit. Et ici, le point le plus important, parce que vous avez suivi les cardinals parler de la hauteur du président de la République. Le président de la République aurait pu rester braqué en fonction de ce qui a été vu et montré qu'il ne prédisposait pas justement de faciliter un certain nombre de choses. Mais parce qu'ici, il s'agit de l'intégrité territoriale. Parce que le président en est le rempart. Et parce que nous connaissons tous le rôle crucial ou l'importance des églises. Donc, il était de bonne loi pour le président de la République, une nouvelle fois, de se mettre à l'écoute et de donner la chance pour que nous tous, nous puissions nous rassembler, pour ceux qui peuvent croire, des compatriotes qui pouvaient croire que le président ne veut pas qu'on construise de cohésion nationale, que le président ne veut pas la paix, que le président ne veut pas ceci, ils ont une occasion. Parce que c'est le président qui va lui-même, dans les cadres de ses prérogatives, article 69, convoquer, organiser le dialogue. Et donc, maintenant, vous revenez sur la question de la Constitution. Le cardinal vous a dit que nous avons parlé de plusieurs sujets et que l'objectif principal aujourd'hui, l'objectif primordial, je ne cesse pas de vous le dire, que nous, au gouvernement, on n'a jamais parlé de la question de la Constitution. Ça n'a jamais été dans l'ordre du jour du Conseil des ministres, sinon on en aurait parlé. Mais c'est un débat pertinent, évidemment, au regard des impératifs que nous avons. Nous avons par exemple sur la question de la nationalité, nous avons plein de choses qui doivent être réajustées 20 ans après la publication de cette Constitution. Et donc, parce que nous aurons les cadres du dialogue, où nous parlerons non pas seulement de l'agression, mais nous parlerons d'autres sujets, je crois que ceux qui viendront, qui ont des appréhensions et qui veulent aborder ces sujets, ils pourront être débattus dans les dialogues. Pourquoi pas? Mais ici, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas nous interdire, comme gouvernement, et même pas au président de la République qui pilote ces pays depuis plusieurs années, s'il y a des choses qui doivent être réajustées pour nous permettre, par exemple, de faciliter l'accès à la République à nos joueurs. Nous tous, nous sommes fiers de nos léopards, mais nos léopards, je rappelle que pour la plupart, c'est des binationaux et que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et moi, de mémoire, moi-même, j'étais dans les G13 à l'époque. Sur la Constitution, il y a une unanimité de vue sur la nécessité qu'il y a de choses qui doivent être retouchées. Et donc, dans les dialogues, là, il y aura justement, ce sera justement les cadres pour les uns et les autres d'amener ces sujets-là pour que ces sujets-là puissent être débattus. Parce que l'objectif, c'est la cohésion nationale. L'objectif aussi, c'est le développement de notre pays. Et si cela l'exige, pourquoi on ne devrait pas en débattre?
C'est un cadre de plus qui sera offert. On va prendre les questions de M. Serge Seka et puis M. Corneille Louba qui se prépare. Merci, Excellence, pour la parole. Je suis heureux de constater que vous suivez ces processus depuis le départ et que vous êtes la personne la mieux, en tout cas, avertie pour nous informer quant à ce. Deux petites questions. Vous venez de souligner le propos du cardinal sur la hauteur prise par le chef de l'État en rapport avec cette situation. Quels sont les éléments ou l'élément qui a déterminé ces changements de cap pratiquement? Parce que le discours qui s'est tenu il y a quelque temps n'était pas vraiment favorable au dialogue, mais aujourd'hui c'est vraiment une révolution, une surprise. On a cette décision et nous allons suivre de très près derrière vous quelle direction cela prendra. Et aussi la deuxième question, quel sera le rôle de la presse? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle dialogue, on voit les acteurs politiques. Faudrait-il associer ceux qui ont pris les armes ou pas? Mais souvent, le rôle de la presse n'est pas suffisamment souligné au départ. Et nous venons peut-être ensuite pour suivre, étant donné que on est encore là dans ce cette guerre patriotique, la presse a été très engagée. Et quelle est l'attitude prendre, et quel est le ton prendre, et quel est le langage prendre en rapport avec ce dialogue qui doit venir? On aimerait avoir quelques explications. Bon, écoutez, je ne suis pas sûr que tout le monde écoute vraiment le président de la République. Je ne suis pas sûr. Je vais demander à la technique de nous balancer un extrait du discours du président de la République. C'était le 30 juin dernier, il y a 18 jours. Et je vous répondrai juste après. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. En débattre exige donc sérénité, rigueur, transparence et sens élevé de l'intérêt général. Ma responsabilité comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'État de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et, lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable. Je ne sais pas si vous aviez entendu ces discours ou est-ce que vous allez reposer la même question. Alors, j'ai essayé, je savais que cette question arriverait. J'ai recensé une bonne dizaine de dates où le président de la République, et il a d'ailleurs rappelé aujourd'hui au prélat, son engagement plusieurs fois renouvelé et réitéré pour le dialogue. Samedi 22 février 2025, lorsqu'il rencontrait les cas de l'Union sacrée, samedi 22 juin 2025, jeudi 26 juin 2025, lorsqu'il a accordé une audience à la SEDCO, lundi 30 juin 2025, samedi 2 août 2025, samedi 30 août 2025, samedi 11 octobre 2025, samedi 31 janvier 2026, lundi 9 février 2026, jeudi 7 mai 2026 et le mardi 30 juin. J'ai toute une pile que je pourrais vous partager parce que le président de la République a toujours montré de la cohérence et son esprit d'ouverture. N'oubliez pas, vous avez vu le président de la République recevoir l'honorable Martin Fayulu, vous l'avez vu recevoir l'honorable Adolphe Musito, vous avez vu le président recevoir le docteur Denis Mukwege. Je crois que de ces points de vue, le président a toujours montré que c'était un homme ouvert au dialogue. Mais alors, il ne faut pas confondre le dialogue, oui, mais lorsque on a parmi nous de compatriotes qui ont fait le choix d'être complices de ceux qui nous tuent, comment voulez-vous que le président de la République puisse dialoguer avec eux?
Et même la discussion que nous avons eue aujourd'hui avec le prélat va dans ce sens-là. Ça veut dire que l'inclusivité, c'est un objectif qu'on doit construire. Parce qu'il est évident que pour nous, dans la symbolique, c'est crucial, parce que les Congolais vont nous regarder lorsque ces dialogues devra se faire. Les Congolais ne vont pas regarder et applaudir, par exemple, nos compatriotes qui sont complices de ce qui nous tue. Il faut que les uns et les autres, qui n'ont pas encore, de manière claire, clarifié leur position par rapport à l'agression, ils peuvent le faire en venant et en reconnaissant. Écoutez, Monsieur le Président, il est évident, ou à l'opinion nationale, et je ne sais pas quelle est la formule qu'ils peuvent utiliser, écoutez, il y a évidemment des choses que vous ne faites pas bien, il y a évidemment des choses qui peuvent être améliorées, mais Monsieur le Président, cette guerre, vous l'avez trouvée. Pour cette guerre, nous, comme Congolais, nous sommes disposés à venir vous accompagner. Ce sera aussi une preuve de leadership. Vous aviez parlé de hauteur du cardinal en parlant du président, mais il faut reconnaître aussi les sens de l'écoute des religieux, des hommes des dieux qui sont venus. Et en ces titres-là, nous avons eu l'occasion de discuter, y compris sur toutes ces perceptions, j'en parlais précédemment, pour que cette fois-ci, les uns et les autres s'inscrivent dans cette dynamique. N'oubliez pas que ce qui se passe en République démocratique du Congo a des impacts régionaux et mondiaux. Ici, il faut saluer, et le cardinal l'a dit, l'implication, par exemple, du président Sassou, qui régulièrement, lorsqu'il y a des situations en République démocratique du Congo, les évêques, par exemple, se sont référés à lui, ils peuvent le voir, ou le président de l'Union africaine, le président Ndayishimiye. Je crois que pour ces chefs d'État-là, et pour tout ce qui nous regarde, le président de la République vient donner une occasion à tout le monde de venir dans ces cadres qui sera mis en place, évidemment avec un rôle qui sera joué par les confessions religieuses pour que les uns et les autres puissent être rassurés. Et puis évidemment, il y aura sans doute des mesures qui pourront être prises pour les uns les autres. L'objectif principal ici, il ne faut pas qu'on s'y perde, c'est que nous puissions bâtir autour du rempart contre la balkanisation une coalition de Congolais, un front intérieur où nous pourrons, à travers ces dialogues, dire où laver les linges sales et puis après nous remobiliser tous pour un objectif commun qui est la libération de tous les espaces occupés par ceux qui ne doivent pas l'occuper. Alors, sur le deuxième volet de votre question sur le rôle des médias, mais il est crucial. Et c'est bien d'ailleurs le sens de cet exercice que nous avons voulu faire pour que tout de suite vous puissiez comprendre que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le début d'une histoire et dans laquelle vous aussi vous avez un rôle à jouer. L'exemple qui a été donné par le président de la République, au-delà de tout ce qui a été dit sur ces rapports, notamment avec l'Église catholique, mais vous avez vu la clarification apportée par le cardinal lui-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer que c'est une nouvelle fenêtre qui a été ouverte dans les cadres des efforts pour construire la cohésion nationale dont on a besoin pour faire avancer le pays. Et les médias, disons pour finir la guerre et nous attaquer aux objectifs de développement, et les médias ont un rôle à jouer d'abord en évitant d'aller dans la polémique. Parce que parfois, c'est les médias qui attisent, mais ici, il y a besoin d'accompagnement. Parce que vous savez, c'est que c'est un pays. Prenons l'exemple de votre corps. Si vous avez un œil malade, si vous avez une oreille bandée, comment pensez-vous que vous pouvez être pleinement efficace? Donc notre pays ne pourra pas être pleinement efficace, ne pourra pas pleinement produire ce dont les Congolais ont besoin avec des corps étrangers. Il faut les sortir, il faut que tous les membres du corps se réunissent pour que nous puissions sortir ces mâles de chez nous et pour qu'ensemble nous puissions nous dire, écoutez, cette fois-ci, montrons l'exemple que nous sommes des Congolais dans l'esprit des léopards et que les choses peuvent être faites différemment. Et donc nous comptons sur les médias. Évidemment, le moment venu,
lorsque l'ordonnance présidentielle sera donnée, lorsque les choses seront précisées, nous allons évidemment nous rapprocher de la présidence de la République pour voir dans quelle mesure les médias peuvent accompagner les efforts justement pour construire cette cohésion nationale qui seront déployés. Je crois que c'est un point crucial sur lequel, patriotiquement, nous devons tous nous engager pour nous permettre de construire justement ces ciments nationaux, cette cohésion nationale autour de notre rempart pour que nous puissions finir avec cette agression. Merci. Prochaine question. Merci, Monsieur le Ministre. Deux petites préoccupations. D'abord, c'est par rapport à ce que le cardinal Ambongo a dit, disant qu'ils se sont engagés à amener cette mission, tel un apostolat. Mais alors, ce que je veux savoir, dans le cadre de cette mission, est-ce que les confessions religieuses auront réellement les coups de franche pour pouvoir approcher les différentes potentielles parties prenantes à ces dialogues? Ils les ont déjà approchés, parce ils étaient même partis à Goma en janvier 2025. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les confessions religieuses ont la possibilité de discuter avec toutes les forces congolaises. Opposition, société civile, et aujourd'hui c'était avec le président de la République ou encore Union Sacrée. Je crois que de ces points de vue, nous connaissons justement nos pères spirituels, que ce soit les révérends Bokundoa ou que ce soit les cheikh Abdallah Mangala ou encore l'évêque Ejiba. Nous les connaissons tous et la capacité qu'ils ont à parler à des Congolais et à passer des messages à des Congolais de toutes les couches partout où ils se trouvent. Bon, l'autre question, c'est par rapport au profil de différentes parties prenantes. Est-ce qu'il faudra s'attendre au-delà des protagonistes qui sont politiques et la société civile reconnue? Est-ce qu'il faudra s'attendre à la participation, par exemple, de la jeunesse, des artistes et autres? Bon, écoutez, c'est un dialogue qui se veut national. Il ne faut pas anticiper. Parce qu'il y aura un comité des personnes qui seront à la tâche pour travailler et voir dans quelle mesure, à travers ces dialogues, on peut construire une cohésion nationale. Mais encore une fois, j'ai donné l'exemple de la conférence nationale souveraine, je ne sais pas si vous étiez déjà né, mais moi je l'étais déjà, pour voir un peu la dynamique qui s'était créée en ce moment-là. Et donc, il est possible pour les Congolais de discuter des problèmes de Congolais et sur les territoires de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que ce serait ça aussi un message à donner à tout le monde pour montrer que, comme peuple, nous avons justement la maturité qu'il faut derrière le président de la République pour parler, y compris des sujets difficiles. Et donc, je crois que ça, ce sont deux points sur lesquels nous tous, nous devons aujourd'hui encourager justement cette capacité pour nous-mêmes d'avoir des solutions congolaises aux problèmes congolais. Voilà. Plus de questions? On va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Et puis on prendra une ou deux questions à Lingala pour terminer. M. Cyril Milandou n'a jamais des questions à poser. On vous donnera la parole aujourd'hui. Allez-y, M. Patrick Lacoué. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. Tout à l'heure, vous avez souligné que le dialogue ne suspendait pas les pourparlers de Doha. Mais vous avez aussi dit que ceux qui agressent la RDC ne sont pas conviés. Pouvez-vous nous donner une explication à... Ici, qui ne s'est pas convié? Ceux qui ne sont pas conviés, c'est ceux qui agressent la RDC. Donc, les fils, puisque Doha, c'est les pourparlers avec le fils. Comment vous... Ils ont déjà ces cadres-là. Les fils. Ils ont déjà ces cadres-là, des discussions. Il y a des plans qui ont été adoptés, des accords qui ont été adoptés. Ils doivent jouer ces cadres, leur rôle dans ces cadres-là. Je rappelle que nous avons ici l'origine de la crise. La crise, elle est d'abord sécuritaire, due à l'agression du Rwanda contre notre pays. Et je pense qu'avec les pères de l'Église, aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de cette crise qui est d'abord sécuritaire. Et les réponses sécuritaires sont données dans les cadres de Washington et dans les cadres de Doha. Ici, nous sommes dans des efforts justement qui
qui vise à construire une cohésion nationale, le front interne contre l'agression. Évidemment, le dialogue offrira l'opportunité d'aborder d'autres sujets d'intérêt national. Mais ici, les plus importants, c'est comment les uns les autres se mobilisent. Et dans ces dialogues-là, je suis désolé, cher Patrick, de le rappeler, mais il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Ça veut dire que vous êtes Congolais, j'ai pas envie de dire si vous l'êtes vraiment, vous ne pouvez pas tolérer qu'un seul centimètre carré de votre territoire soit occupé. Donc il est important que les uns les autres, lorsque les présidents de la République en parlent, ils n'en parlent pas pour bloquer les uns les autres, mais il est évident, et vous, vous êtes des professionnels des médias, vous ne voyez pas tout le monde, tous les Congolais qui se présentent comme des leaders ou de chefs de parti, vous ne les voyez pas tous se prononcer de manière claire contre l'agression. Je pense que c'est les minimums, parce que même si nous aimons dire dans nos traditions que le linge sale se lave en famille, mais avant de les laver, ces linges sales-là, il faut les sortir. Et les premiers linges sales à laver ici, c'est cette question de l'agression. Et de ces points de vue, nous avons une vue commune avec les chefs des confessions religieuses. Ils ont des capacités, ils peuvent s'appuyer sur la Bible, autant ils peuvent s'appuyer sur leur expérience, pour que les uns les autres arrivent justement à travers cette exigence, à travers ces besoins, pour les Congolais d'avoir que nous tous nous sommes réunis autour de l'idéal de la préservation de notre intégrité territoriale. Ils feront évidemment les auspices nécessaires qui nous permettront, le moment venu, d'avoir ces dialogues et de créer le cadre dont on a besoin en termes de cohésion et d'unité pour que nous puissions répondre efficacement à cette agression. Permettez une petite question. Pourquoi aujourd'hui, pour finir, pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a eu des appels au dialogue qui ont été faits bien avant? Pourquoi aujourd'hui? Bon, écoutez, il y a des appels, c'est moi qui vous ai fait la liste des dates où certains d'entre vous ne se sont même pas souvenus que les présidents de la République étaient engagés pour le dialogue. Les efforts pour que l'on arrive au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo sont multiples. Et donc, il était important pour les présidents de la République, dans les cadres justement de sa vision et de ce qu'il a toujours dit et répété, vous avez encore suivi ce qu'il a dit au 30 juin, d'écouter à nouveau les prêtres ou les confessions religieuses, parce qu'il y avait aussi, vous l'avez relevé ici, des appréhensions sur leur position, pour voir dans quelle mesure ils peuvent, eux aussi, à leur manière, contribuer à la réussite de cet objectif commun. Voilà. On va prendre les questions de Cyril Milandou. Moi, ma question, c'est sur les dialogues. Depuis 1960, on a organisé beaucoup de dialogues jusqu'aux accords de Goma en 2009. Et on pensait qu'avec les accords de Goma, c'était vraiment fini avec les guerres. Mais malheureusement, il y a certains seigneurs de guerre qui sont habitués, c'est devenu leur métier. Est-ce que vous nous garantissez, si on tenait ce dialogue, cette fois-ci, il n'y aura plus de rébellions à l'est du pays? Et surtout, n'oublions pas, nous avons le président rwandais qui lui aussi finance des groupes armés dans l'est de notre pays. Bien sûr, le gouvernement a déposé plutôt des plaintes déjà au niveau de la CPI qui jusque-là s'ensuit. On ne sait même pas si un jour le président rwandais va répondre de tous ces crimes qui ont été commis à l'est du pays. L'Ouganda a été condamné, mais le Rwanda jusque-là est presque délaissé à côté. Avec ce dialogue que vous allez organiser, vous, gouvernement, est-ce que vous allez nous rassurer que cette fois-ci, à l'est du pays, il n'y aura plus de guerre? Alors, je crois que dans votre question, vous donnez la réponse. Et ça résume un peu toute la problématique ou toutes les explications qui ont été données tout à l'heure en parlant de l'inclusivité dont on a parlé ici. Ici, j'ai insisté plusieurs fois qu'il faut briser l'ambiguïté dans les chefs des uns et des autres. Parce que un Congolais patriotiquement congolais ou un Congolais de bonne qualité,
dirait quelqu'un, ne devrait pas se retrouver dans une position où il est contre sa patrie. Ne devrait pas se retrouver dans une position où il est complice de ceux qui tuent les Congolais. Mais c'est pour ça que le président de la République est insistant, parce que le président de la République connaît les côtés manipulateurs du président rwandais. Vous voulez que je vous rappelle les noms de ces différents enfants ou de ces différents mutants? On peut commencer, on peut parler des LAFDEL, on peut parler du RCD, on peut parler du CNDP, on peut parler du M23, on peut parler de l'AFC, on peut parler... Ils trouvent toujours... Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le Rwanda ne peut pas vivre avec la paix en RDC. Parce que le président rwandais a pris goût. C'est pour ça qu'il recycle éternellement ces prétextes des FDLR. Comment expliquez-vous que pendant 30 ans, 4 chefs d'État ont fait face au même prétexte? On se souviendra des opérations qui ont été organisées en 2010 et qui ont coûté la tête à l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de l'époque. Alors comment vous expliquez que pendant 30 ans, le même prétexte revient? Entre-temps, ces gens-là prennent de l'âge, ils ont la 60aine d'années, et aujourd'hui, on les recycle, on dit, ils parlent d'idéologie génocidaire. Quelle en est l'essence? Si ce n'est pas une raison pour penser qu'il peut pérenniser ces activités illicites dans notre pays. Mais c'est pour ça que dans la démarche d'aujourd'hui, le président de la République a été très ferme sur le sujet. Mais parce que nous avons justement cette relation de confiance avec les pères de l'Église parce qu'ils parlent avec tous les Congolais, j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont armés de la Bible et de leurs expériences, ils pourront parler et faire raisonner les uns les autres. Et que ce qui se fera cette fois-ci doit servir d'exemple pour que les Congolais s'engagent, quelles que soient nos frustrations, quelles que soient nos colères, contre ceux qui sont dans la direction du pays au moment où nous sommes. On ne devrait plus utiliser l'arme du voisin pour venir tuer les Congolais. Quoi qu'il en soit, vous parlez du Rwanda, nous étions à la Cour internationale de justice. Et je crois que le ministre d'État, ministre de la Justice, va retourner à La Haye bientôt pour faire face à son homologue rwandais devant la Cour internationale de justice. Il y a plusieurs actions que nous avons déjà engagées dans le cas du front judiciaire. Je rappelle qu'on a un front militaire, qu'on a un front judiciaire, qu'on a un front diplomatique, qu'on a un front économique et qu'on a un front médiatique. Et donc, nous ferons tout pour que cette agression, lorsqu'elle se termine, elle se termine définitivement. Dans mes équipes, j'ai des jeunes qui sont nés et grandis à Goma. Aujourd'hui, ils sont des parents, mais ils sont nés dans la guerre, leurs enfants sont nés dans la guerre. Ce n'est pas l'avenir que le président de la République et nous tous nous devons souhaiter à nos enfants. Et donc, il est important que nous puissions tous rester mobilisés pour que les uns les autres comprennent que l'intégrité territoriale est l'équidionçon. Que les uns les autres comprennent que même si on est frustré contre ceux qui dirigent, mais on ne peut pas prendre les armes, être complice de ceux qui nous tuent. De toute façon, vous connaissez aussi les sorts de tous ceux qui ont été pendant des années complices du Rwanda. Je ne voudrais pas en faire la liste, mais l'histoire nous donne des exemples. Donc c'est sans avenir pour les Congolais qui pensent qu'en comptant sur l'arme du voisin, que les choses pourront être différentes. Et donc, j'espère que cette fois-ci, les Congolais, partout où nous sommes, nous tirerons des leçons du passé de ces 30 années pour que nous sachions que notre pays, s'il veut se développer, nous devons cesser, nous, d'être les points par lesquels l'ennemi passe pour venir nous fragiliser. Voilà. Et donc, on va terminer avec la question de Madame Nathalie. Madame Rachel, allez-y, on va terminer par les deux questions, s'il vous plaît. Vous avez une... Allez-y, s'il vous plaît, vous la poserez en série. Madame Chancel, allez-y aussi, comme ça je termine avec les dames. Merci, Monsieur le ministre, pour l'opportunité que vous m'accordez. Ma question est celle de savoir quand est-ce que ces dialogues aura lieu. Si c'est avant le retrait des troupes rwandaises du territoire national congolais et avant qu'il ait un accord avec les supplétifs à Doha
En quoi est-ce que ces dialogues peuvent positivement influencer l'avancée de la situation sécuritaire sur le terrain? Alors, la première chose positive dans les dialogues, c'est d'avoir des Congolais qui peuvent se rassembler autour du président de la République pour construire les blocs, pour chasser l'ennemi qui vient de l'extérieur. Je vois votre question, vous voulez en venir. Mais nous ne sommes pas encore, aujourd'hui, les présidents à lever l'option, comme le cardinal l'a dit. Il y a des équipes qui vont se mettre au travail et de manière progressive, nous vous tiendrons au courant des termes de référence, de la méthodologie et de comment cela va avancer. Et je pense que au fur et à mesure que ces choses se mettront en place, on pourra communiquer pour vous donner des réponses précises. Aujourd'hui, c'était l'occasion de faire l'annonce telle que cela a été fait et il y aura une ordonnance qui suivra et dans les différentes étapes, on s'assurera, comme j'ai répondu à Serge Seka tout à l'heure, que les médias puissent être pleinement impliqués pour que les Congolaises et les Congolaises, les Congolais et les Congolaises comprennent ce qui s'est fait et pour qu'ils puissent aussi, eux, se joindre à ces dynamiques. C'est pas tout le monde qui pourra assister à ces dialogues et ce n'est pas non plus le gouvernement qui va organiser les dialogues, c'est la compétence du président de la République. Évidemment, il s'appuiera sur le gouvernement et sur toutes les personnes qui pourront être de personnes ressources. Mais ici, ce qu'il faut saluer, c'est ce pas qui a été franchi pour nous permettre d'avoir ces blocs et d'avancer vers la résolution du conflit dans l'Est. Sur X, anciennement appelé Twitter, le Bureau des affaires africaines des États-Unis a notifié que la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine se sont réunis en Suisse cette semaine pour discuter des avancées autour des accords de paix de Washington. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Vous avez parlé de quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, je suis sûr que vous ne m'avez pas bien suivi parce que je répondais à la question posée par monsieur Eric Izami tout à l'heure. Et c'est aussi les lieux d'inviter, vous, le média, qui suivez la situation dans l'Est, d'être toujours attentif parce qu'il y a un communiqué qui est sorti hier. Je peux vous faire les résumés. C'était la 5e réunion du comité conjoint de sécurité. Les points qui ont été abordés, c'est des points qui sont liés à la plateforme mise en place, évidemment, de comment on arrive à obtenir que le Rwanda puisse lever ses mesures. J'ai dit aussi qu'il y a une réunion qui arrivera le 24 juillet prochain dans les cas de mêmes efforts parce que n'oubliez pas que le gouvernement américain, qui est le médiateur, a dit et redit qu'ils vont s'assurer que les promesses faites au président Trump puissent produire des résultats. Et ils ont déjà donné les tons sur des sanctions. Nous croyons à la médiation américaine. Nous faisons notre part pour que ce qui est prévu dans cet accord puisse produire les effets. Madame Kitita, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je vous ai bien suivi, mais est-ce que aujourd'hui, durant ces près de 2 heures d'entretien entre le président de la République et les confessions religieuses, il y a quand même quelques voiles qui ont été levées, quelques conditions qui ont peut-être été posées, entre guillemets, pour baliser le chemin de ce dialogue qui va être convoqué par le président de la République? Deuxième question, si je peux enfiler mes questions d'actualité. Ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud, aujourd'hui, une première vague, on va dire une vague de plus ou moins 121 Congolais est arrivée à l'aéroport international de Njili. Est-ce qu'il s'agit de la première, la dernière vague? Qu'en est-il exactement? Et dans quelles conditions sont-ils arrivés ici sur place? Quelles sont les mesures qui ont été prises en compte pour aider ce compatriote à bien rentrer dans le pays? Dernière question, Kinshasa, finalement, le premier coup de balai de la task force. Le président de la République a fait une descente sur terrain aujourd'hui vers la Tchangou pour voir ce que font les bâtisseurs pour assainir la ville. Les premières impressions du chef du porte-parole du gouvernement que vous êtes. Bon, écoutez, sur la dernière question, je suis moi-même aussi membre de cette task force, mais j'ai pas pu justement me rendre sur place parce que j'avais des impératifs liés justement à la séance que nous avons eue avec les confessions religieuses. Le président de la République, en y allant, il donne le ton. Et je pense que dans les jours qui viennent, probablement, je n'ose pas avancer des dates, mais nous aurons un briefing à 3 avec le gouverneur de la ville et les générales Kassongo pour être en mesure de présenter d'abord
le programme et comment ça va se dérouler, mais aussi inviter les uns les autres, parce que vous savez, sur la question de l'assainissement, c'est une question qui nous implique tous parce que nous sommes tous quotidiennement producteurs des déchets. Est-ce que nous nous assurons que nos déchets sont évalués là où ils doivent être, sont évacués là où ils doivent être évacués? Je ne suis pas sûr. Et donc, il y aura cet exercice et il y aura un accompagnement et d'ailleurs, ce sera aussi l'occasion d'impliquer à nouveau les médias parce que vous êtes les vecteurs pour accompagner les efforts qui seront mis en place. Alors, si vous avez vos tables sur la route où on doit nettoyer, acceptez de les retirer parce que quand viendra la machine de l'assainissement, peut-être que les méthodes militaires qui seront appliquées peuvent paraître dures, il ne faut pas qu'on s'en plaigne parce que c'est pour le bien de tous. Donc, on aura une séance avec les personnes que j'ai mentionnées ici et une dynamique d'accompagnement dans la com pour ce qui sera, pour ces programmes que nous voulons, dont nous voulons voir les résultats très rapidement pour notre salubrité. Sur la question des Congolais qui sont arrivés ce soir, je vais me référer à mes collègues affaires étrangères et de l'intérieur pour vous donner des plus amples détails, mais c'est que je sais qu'il y a un comité qui a été mis en place au niveau du gouvernement pour suivre de près. N'oubliez pas qu'il y a les présidents sud-africains qui a séjourné ici et que nous avons des bons rapports diplomatiques et des questions sont traitées à ce niveau-là, mais je pourrais vous donner d'autres détails plus tard. Ah, vous avez parlé des conditions, mais écoutez, s'il y a une condition qui a été posée aujourd'hui, une condition, une seule, c'est d'être en mesure de nommer les mâles. L'agression rwandaise. On disait du cardinal qui n'avait jamais cité le Rwanda. Le cardinal l'a fait. Je crois qu'il a prêché par les bons exemples pour ceux qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas le dire, pour ceux qui étaient des sceptiques. Je crois que ça, c'est un premier préalable parce que nous devons parler de comment nous sauvons l'intégrité du territoire. Et si le mal s'appelle le Rwanda, ça ne devrait pas être compliqué. Il y a les exemples du docteur Mukwege ou de l'honorable Fayulu que j'ai mentionné tout à l'heure, qui peuvent être suivis par les autres compatriotes. Mais bien au-delà, il y aura un travail qui sera fait autour de prêtres. Évidemment, si cela va nécessiter que certaines mesures soient prises, elles seront prises pour faciliter justement ces discussions, ces échanges entre Congolais pour nous permettre de cimenter le front intérieur dont on a besoin pour mettre fin à l'agression rwandaise dans l'est de notre pays. Matondo mingi. Maman Nathalie. Nazala mituna mibale. Tomoni ete na maloba matata cardinal. Atali siete mokonzi ekolo Congo démocratique andimisa mibongo ete masolo bana mboka basangana basolola. Kasi yango ekosalama lolenge nini. Kasi masolo wana pe tangu makosalama to ezali kozila mapo esalama. Boni boni na maye matali kobongola mobeko likonzi eko telema to eko koba kaka na makanisi wana yango de mituna na ngai. Bon, ya liboso ba Congolais bazolanda biso fo ba ebalelo c'est que mokonzi mboka asi alobango mala mingi kiye aza mutu ya masolo dialogue na lingalo kolobezani aza mutu abasolo aza mutu yo asangisaka ba Congolais. Que ceux qui koko ezali olingaye te. Pour président, azaka président bato ba vota qui était. Président zape président bato ba vota qui était. Président zape président bato ba inakaye. Azape président bato ba kritika kaye. Tomi bengaka République démocratique du Congo. Kasi mama Nathalie ya motuya ya lelo penza. Eza milulu au président Azalaki na bakambi ya ba église na linga les ani ecclesia na bakambi ya ba ecclesia topé ba confession religieuse. Président de la République a solo la ki na bango na makambo etali dialogue ndenge nini tokoki ko organiser ya liboso batu fo ba yeba c'est que président de la République yemoko Azana compétence comme garant de la nation, article 69, Yaroubeng sa dialogue. C'est le président qui va organiser les dialogues. Yepende a copé sa mission. Ah, Basango Balobi, bon, président d'Alobi, a Pessi Bango Ndingisa,
alobibo solana ba compatriotes songolo pakala total ndenge nini tokoki ko tonga kotonga penza bomoko o tozanango besoin lelo potosi sabitumba na est. Je crois que masolo tozaki nango lelo na basango elekaki malamu. Bokoki bien ko imaginer que ba discussion eza na ba point au mususu ezaki pe na moi tension mais kasi eloko e guida ki na président na ba chef à confession religieuse pe fait guider biso nyonso za bolingwa Congo. Pona bolingwa Congo, pona bomoko ya Congo, masolo salamaki pe président pe si bango ndingisa. Oh balobi dialogue inclusif na expliquer bino pe inclusif wana ndenge zaleli. Ça veut dire que congolais o akoya na ba tradition na biso balobara a bilamba salité sukwa marana libota. Elamba salito a liboso il faut to sukola. Eza bitumbo e Rwanda ezo sala biso na partie est na biso. Congolais nyonso sika azali o alingaka Congo. Est-ce que ça compliqué pour na koloba en tout cas nga naza contre bitumba wana Rwanda ezo sala biso. Est-ce que ça compliqué? Parce qu'il faut pas to mema ba complice na kati ya masolo tozo préparé. Il faut pas to zwa bato yo akokota na kati ya zali kolomoko na kati likolomoko libanda. Bosolo li na tongo abengi kuna lobi tala ba congolais bazosa yangonde depuis 30 et fragilisaka biso. C'est pas que ba rwandais ba ramakasi. Eza ba faiblesse na ba ouverture au biso moko ba congolais. To pesaka bango. Po baya ko fragiliser biso. Donc je crois que message à Motuya ya poko lelo eza koyeba ke mokonzamboka pesi a sololi na ba kambia ba ecclesia po bango na cadre à mission prophétique ne na zaiko loba na lopoto bango bazaka pe na Bible. Ça veut dire que ce boke o solana bato azape na moteme kangama boye. Boeli po bolingo o elekimboka ezate. Ezape devoir ya batunyo. Je crois que Cheikh Abdallah Mangala a rappelé ki biso na milulu alelo alobi l'amour de la patrie. Il citait les Corans. L'amour de la patrie fait aussi partie de la foi. Donc, au nom de la patrie, je rappelle ici qu'il ne s'agit pas du président Tshisekedi ou de la première ministre Soumi, non, il s'agit de la République démocratique du Congo. Kasi motuna oyutuni, yami bale na makambo tali mobeko likonzi topé constitution na lopoto. D'abord na makambo etali constitution mama Nathalie. Bino bo sepelaki na ba léopard. Congolais ni na sepelaki na ba léopard biso nyos. Po mingi bakenda na bango babotama na bapoto. Bakola na bapoto. Mais bolingo na bango a Congo. Donc ce qui lelo to lobby pona ota mobeko likondi to lobby to bongisa awa to totala boye nanya ko boya. Ce qui peut to lobby mokonzambo ka lobby pe il faut to tuna pe ba congolais. Nanya ko boya. Mais nyonso wana pesa ba question oyo parce que dialogue to roloba comment on construit la cohésion nationale. Ce qui se qu'on a cohésion nationale wana il faut to tonga. Batu mususu baye balobita bino kutu boye boye pe nango na mesa tout sololi parce que objectif eza ya liboso cohésion nationale to bengani banguna yami balendenge nini mboke kokoma développer. Je crois que na yanoli na mituna na yo na ebi ke mituna ezebele mais kasipo na lelo il était important que batuba yeba o esalamaki autour ya mokonzi. Na silisina maman Nathalie na rozongela na lopoto pour na conclure. Je crois que il s'est passé quelque chose d'important ou d'historique aujourd'hui. Ça dépendra de ce que le jour qui vont suivre vont nous dire. Non seulement que le président de la République a réaffirmé l'unité nationale comme socle de la résistance face à l'agression, non seulement qu'on a parlé de la préservation de l'unité nationale, de dialogue entre les fils et filles d'un même pays, mais on a aussi parlé, nous, avec nos chefs spirituels, les confessions religieuses, pour base à la paix, de la manière dont ils vont s'impliquer pour accompagner ces processus. Donc, aux bons patriotes, aux forces vives, aux acteurs politiques, de favoriser ces sursauts patriotiques. La hauteur dont a parlé tout à l'heure le cardinal Ambongo doit nous permettre, en tout cas,
de montrer l'exemple que biso et l'Okweleki Congo est athée. Et l'Okweleki intégrité territoriale est athée. Autour du rempart national, unissons-nous pour que nous puissions réussir cet objectif de cohésion et de création d'un front intérieur contre l'agression, et ça va nous permettre de finir avec les aventures rwandaises dans notre pays. Je vous remercie.